C'est parti sur les ondes de Choc FM 105.1 et en mode vidéo sur la page YouTube de Choc pour une autre émission Droit de réponse 105.1, une émission de quiz aujourd'hui avec un superbe panel d'invités que j'ai le plaisir d'avoir virtuellement devant moi et pour certains ici dans les studios, dans différents studios. On a même un invité qui se trouve à quelques mètres de ça dans les locaux de l'école Toronto-Ouest. Je vais les introduire dans quelques instants, mais avant, je vous rappelle que Droit de réponse 105.1 est une initiative qui est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue et qu'on remercie de leur soutien. Le but, c'est de rassembler les communautés multiculturelles de la région virtuellement autour de thématiques culturelles qui vont intéresser tout le monde. Et aujourd'hui, on a proposé de voir les choses un petit peu différemment, puisqu'on parle toujours de francophonie sur des questions d'emploi, de santé ou des questions parfois un petit peu graves. Aujourd'hui, rien de tout cela, on va parler de gastronomie. Alors, la gastronomie et la culture par la cuisine, c'est le thème qu'on a retenu aujourd'hui. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter Nathalie Salmeron. Salut Nathalie. Bonjour à tous, bonjour Guillaume, merci à tous de participer à l'émission d'aujourd'hui. Et autour de la table virtuelle, donc Nathalie, on a la chance aujourd'hui d'introduire tout d'abord Manon Leparc, honneur aux dames. Manon Leparc de Franglish. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, qu'est-ce que c'est Franglish et rappelle-nous en 2 mots peut-être ce que tu fais. Alors, on est une épicerie franco-belge. On est situé dans le centre de Toronto et on a plein de fromages et plein de petits plaisirs qu'on retrouve à la maison. Alors, je sens qu'on va avoir faim en préparant cette émission. Autour de la table, également, mon ami Éric Marle nous a fait le plaisir de sa présence. Salut Éric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Éric, tu es chef et tu as de multiples casquettes, je le sais. En ce moment, oui. Tu te retrouves à la tête de plusieurs projets, mais tu veux nous rappeler en quelques mots ton parcours? Ah, bien sûr, j'ai presque peur de dévoiler le nombre d'années que je suis devant ou derrière un fourneau, mais bref, les rides sont bien cachées, ça coûte cher de crème. Long parcours en cuisine, 3e génération, relais château, etc., etc. Donc, en passant du McDo à 15 ans et demi jusqu'en relais château, bien des années plus tard. Et puis, dans mon parcours au Québec, 3 restaurants et une maison traiteur. Donc, quand même quelques heures d'accumuler dans le milieu, hein, quand même. Quelques heures de vol et également, on passe sur un bref passage à Choc FM en tant que animateur, journaliste, gastronome, justement. Qu'est-ce qu'on s'est amusé, hein? Un grand plaisir à organiser quelques émissions où Éric nous amenait des petites les recettes qu'on concoctait, on les a, je les montais à la maison, on montait, on dressait en studio avec l'accord mes vins, parce que je suis également sommelier. Donc, on faisait un accord mes vins et puis et tu dégustais en ondes, tu te souviendras. On suivait les saisons, c'est assez agréable. Et par la suite, on avait pris les photos en studio et par la suite, je retournais, je tapais tout ça et puis je t'ai envoyé tout ça et puis on avait ça direct sur le site de Choc. Hein, C'est ça. Et on a toujours ça sur le site de Choc. On peut, dans les archives, les retrouver parmi les émissions les plus agréables pour moi à réaliser parce que je savais qu'à la fin, j'allais bien manger. Oui, c'est vrai. Avec nous également un autre chef que la communauté francophone locale connaît bien, c'est le chef Guy Donguet qui est avec nous dans les bâtiments. Salut Guy. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bonjour, rappelle-nous peut-être ce que tu fais. Je crois que l'organisme s'appelle Cuisine Santé. Oui, Kids Cuisine Santé. Donc, on fait des repas dédiés aux enfants en milieu scolaire. Donc, dans la région de Toronto et sa banlieue. Donc, là, aujourd'hui, on a à peu près 14 écoles. C'est ça. On se prépare pour mardi prochain, la grande rentrée. Ah là là. Beaucoup de pression, j'imagine. Trop de pression. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas évident. Donc, voilà. L'éternel problème. Alors,
C'est l'occasion peut-être de lancer un appel. Si vous cherchez du boulot, pourquoi pas contacter Guy Danguet. Pour terminer ce tour de table virtuel avec nous, Tristan Marceau, stagiaire bénévole dans les bureaux juste à côté de moi sur Choc FM. Salut Tristan. Salut, bonjour à tous. Tristan, tu es amateur de bonne bouffe, comme on dit? Oui. Alors, tu vas être servi, tu vas participer à ce quiz. Je vous le rappelle, une dizaine de questions et ensuite, on a 2 ou 3 questions subsidiaires pour départager les gagnants. Ce sont des questions d'intérêt général sur la gastronomie. On a essayé de toucher un petit peu à tous les pays, plus ou moins. On commence tout de suite par cette question. 4 réponses dans ce choix multiple. Une seule est la bonne. Laquelle de ces pâtisseries est une spécialité de la Belgique? Je pense que c'est une question pour laquelle Manon va répondre très rapidement. Petit A. Alors, laissez-moi d'abord donner les 4 propositions et ensuite vous pouvez faire votre réponse. Petit A, la tarte au citron meringué. Petit B, la gaufre. Petit C, le macaron. Ou petit D, la corne de gazelle. Manon a dégainé en premier, suivi de Guy. Manon, la gaufre. Guy, c'était ta réponse également? Oui. Évidemment, évidemment. Alors, je pense que c'est... la célèbre gaufre liégeoise. Et oui. Et oui. La célèbre gaufre liégeoise, il y a beaucoup de types de gaufres. Nathalie, tu nous rappelles un petit peu l'origine? Exactement. Alors déjà, bravo pour Manon qui a dégainé sa main très, 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 très rapidement. Alors pour la petite histoire, même si on connaît l'origine des gaufres comme étant belge, c'est assez multiple et on s'accorde plein de choses qui sont écrites sur mes choses. Ouais, non, c'est bien quelque chose belge. C'est une spécialité belge plutôt liégeoise, exactement comme Eric l'a précisé. Et on l'aime fine, ronde, caramélisée. Ou la version bruxelloise aussi, une version bruxelloise qui est plus légère et qui est rectangulaire. Elle est souvent garnie de chocolat ou de crème chantilly. Donc, il y a 2 petites versions un peu différentes, la version liégeoise et la version bruxelloise. Voilà, entre autres choses, évidemment, on la déguste un petit peu partout dans le monde. Pour ce qui est du macaron, qu'on aime aussi beaucoup, petit gâteau aux amandes qui nous vient, semble-t-il, en fait, d'Italie au Moyen-Âge, ensuite importé par Catherine de Médicis en Ardèche en 1581. Et ce n'est que dans les années 1830 que les pâtissiers parisiens, cette fois, l'ont revisité pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui. La corne de gazelle, quant à elle, c'est une spécialité du Maroc en forme de petits croissants dont le cœur moelleux contient de la pâte d'amande, là aussi, de la cannelle, de la fleur d'oranger. J'espère que vous avez l'eau à la bouche. On n'a pas parlé de la tarte au citron meringuée qui, elle, je crois, nous vient en fait de Philadelphie à l'origine. On passe à la deuxième question. De quel pays vient la fondue? Petit A, le Japon. Petit B, l'Italie. Petit C, la Suisse. Ou petit D, la France. Guy. Je dirais la Suisse. Guy dit la Suisse. Nathalie. Eh bien, c'est une bonne réponse, Guy, exactement. La fondue est une spécialité culinaire suisse qui consiste à plonger des aliments dans un récipient avec du liquide chaud, souvent un mélange de vin et de fromage. À noter également qu'il existe plusieurs fondues. Là, on parlait de celle qui était au fromage, mais il existe également la fondue bourguignonne. C'est le même principe. On prend un pic, on met un bout de viande pour le coup dans de l'huile super, super chaude. Et il y a également la fondue au chocolat. Pas besoin de faire un dessin. Je pense que tout le monde a vu, on voit de quoi je parle. Une fondue, on prend un fruit, un petit pic, on trempe dans le chocolat et on se régale. Voilà. Eric, est-ce qu'au Québec, il y a une forme de fondue qui existe? Oh, ben, tu sais, Guillaume, on a travaillé jadis à revisiter. Tu te souviendras que j'essaie beaucoup, souvent, de travailler les produits régionaux. On avait quelquefois travaillé quelque chose avec le sirop d'érable. Et en toute sincérité, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas parce que comme tu sauras que l'ébullition de l'eau d'érable pour faire le sirop, c'est assez fragile. Hein? Donc, quand on fait cuire ou bouillir trop longtemps, ben, ça cristallise. Après, à un moment donné, ça réduit. Mais enfin, on a travaillé plusieurs choses.
Le, la fondue reste un classique, même au chocolat. Je ne connais pas énormément de gens qui s'aventurent à changer la consistance. Par contre, je rappellerai à tout le monde ce qui est vraiment important, c'est la qualité du chocolat. Ah Ça, oui. il faut pas mégoter avec ça. Si vous faites la fondue, en fait, les gens qui sont sur le panel le savent, mais les auditeurs, il y a des choses comme ça il faut payer le prix d'un chocolat de qualité. Sinon, on n'aura pas de résultat escompté, quoi. Il n'y a pas de raccourci, il y a pas de, là-dessus, il faut y aller. Alors, Calbo, Cacao Barry, on va vers ça et puis on est heureux. Voilà, ceci sans faire de publicité, évidemment, ce sont des suggestions de notre ami Eric. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'était une formule de Bria Savarin, c'est un peu le mantra du jour pour ce quiz spécial gastronomie francophone autour du monde. Troisième question. Quel est l'ingrédient principal du couscous? A, la semoule de maïs. B, la semoule de blé. C, la semoule de riz. Ou D, la semoule de manioc. Guy. Je dirais la semoule de blé. La semoule de blé, Nathalie, est-ce que tu as la réponse? Eh bien, c'est encore une bonne réponse de Guy. Effectivement, le couscous, c'est bien la semoule de blé, effectivement. Couscous qu'on retrouve dans pas mal de pays d'Afrique du Nord, aujourd'hui évidemment partout dans le monde. On passe à la quatrième question. Lequel de ces plats célèbres vient du Québec? A, la choucroute. B, le pot-au-feu. C, la tourtière. D, l'aligot. Eric en premier. Bon, allez, quand même. La tourtière. La- la- Ben écoute, j'ai passé 30... Guy, j'ai passé 30 ans là. Je sais. Moi, 8 ans. Hey, Guy, je suis capable de parler de même et tout. Non. Alors, Eric, comment on fait une bonne tourtière? Bon, la tourtière, à savoir qu'au Québec, il faut bien faire la distinction entre la cipaille et la tourtière. La cipaille nous vient plus précisément du nord du Québec, donc Lac-Saint-Jean. La région ce qu'on appelle des Balouais là-bas, des Bleuets, on travaille plutôt une cipaille là-bas, qui est tout à fait différente puisque c'est essentiellement une tarte en principe où est-ce que les viandes sont étagées à ce moment-là. Oh, OK. Hein? Généralement des viandes sauvages. Hein? Donc, ça va être quelque chose qui va être assez populaire à compter de la saison de la chasse, par exemple, à compter de l'automne. Sinon, la tourtière par elle-même, il y en a plusieurs versions qui sont établies. Hein? C'est vraiment pas compliqué, c'est pas sorcier. Porc et bœuf demeure la plus populaire. Porc et bœuf. Oui, porc et bœuf, oui. C'est vraiment culturel, hein? C'est rien de vraiment compliqué. C'est une tarte chaude avec essentiellement de la viande hachée et des épices. Et traditionnellement servi surtout autour de Noël, c'est ça? Je te dirais que oui, mais maintenant, c'est un truc de tous les jours. Hein, parce qu'on on peut les faire, mais on peut les acheter surgelés. C'est devenu un plat culturel rapide. Bon, on n'a pas réellement. Et j'en suis victime, hein. Même si ce n'est pas Noël, et puis c'est l'automne ou le printemps, il fait pas trop chaud, et puis on a envie de quelque chose de rapide, on ne veut pas se casser la tête. Une purée, tourtière, légumes, ketchup, le ketchup. Ketchup toujours. Ah, c'est un des monuments de la culture donc, québécoise gastronomique, la tourtière. dans la grande tradition québécoise, ça va être un ketchup aux fruits qui a une légère acidité dedans. Donc, ce n'est pas trop sucré. Et on va le trouver, on va l'avoir en morceaux, vraiment, le ketchup, hein, comme une espèce de confiture de légumes, à ce moment-là, si je peux mieux le décrire. Légèrement acidulé aussi, qui est excessivement populaire dans la culture québécoise avec ça. Et simplement avec les mots, Eric arrive à déjà me donner l'eau à la bouche. C'est quand même formidable. J'espère, chers auditeurs, que c'est également le cas pour vous. Cinquième question de ce quiz gastronomie autour du monde, la culture par la cuisine, originaire de Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez en apprendre autant que moi. Ce plat, le foufou de banane, ne comprend pas un ingrédient de cette liste. Un petit peu plus dur peut-être. Voici les 4 propositions. A, la goyave. B, le poisson.
C, les tomates ou D, les oignons? Oui, Guy. Je dirais la goyave. La goyave, Nathalie. Eh ben, encore une bonne réponse pour notre ami Guy. Effectivement, la goyave ne fait pas partie du foufou. Alors, le foufou banane, c'est un plat ivoirien qui est consommé en Afrique, au centre et à l'est pardon, de la Côte d'Ivoire, en servant d'accompagnement principalement au plat en sauce. Il s'obtient par le mélange de bananes plantain et de manioc, bouilli puis pilé. Et puis après, c'est généralement un plat qui s'accompagne par une sauce comme une sauce graine. Donc, voilà, les amateurs de cuisine ivoirienne reconnaîtront ce plat qui est un plat phare en fait, de la communauté ivoirienne exactement. Ouais. Alors, Guy, on a tout bon. Est-ce que tu as déjà cuisiné le foufou de banane? Non, honnêtement, non. Non. Moi, j'ai découvert ce plat en préparant le quiz et ça me donne assez envie, je dois dire. J'aime beaucoup ce genre de saveur, peut-être un peu sucré, salé. Tristan, tu connaissais ce plat? Oh non. Ah voilà, j'espère vous aussi que vous découvrez des choses, chers auditeurs. 6e question de ce petit quiz aujourd'hui sur les ondes de choc. Où le foie gras est-il le plus célèbre en France? A, le Périgord. B, le Nord. C, le Massif central. Ou D, dans les Alpes. Alors là, on a des mains. Nathalie, tu vas m'aider à départager parce que les mains se sont levées très vite. Ouais, mais c'est Manon qui était la plus rapide. Manon. Périgord. Alors Nathalie, confirme-nous. Exactement, exactement. C'est bien le Périgord. Le foie gras est une spécialité culinaire à base de foie gras issu de l'élevage et de l'engraissement par gavage des oies et des canards. Il y a aussi également les canards qui sont gavés. Ça peut être consommé cru, mi-cuit ou cuit et ça peut être proposé sous forme de différents produits en conserve ou consommé seul sur un petit toast avec un peu de sel. C'est magnifique. La technique de gavage en elle-même, elle date du 15e siècle, il me semble. Et même bien avant ça, en fait. C'est les Égyptiens de l'Antiquité qui ont commencé à gaver des oiseaux pour les engraisser. Alors, 25e siècle avant notre ère, en effet. 25e. Voilà, ça date pas d'hier. Effectivement, la technique est connue depuis des lustres, si je peux me permettre. Et du coup, voilà, apparemment, c'était les Égyptiens de l'Antiquité qui avaient commencé à gaver les oiseaux. Une technique, justement, qui a perduré et qui est restée ancrée dans la gastronomie française, puisque moi, par exemple, pour le coup, j'ai eu la chance entre guillemets, d'assister au gavage des oies dans le Périgord. Alors, c'est un spectacle assez particulier à voir, mais en général, voilà, c'est dans des fermes spécialisées, les animaux ne sont pas maltraités plus que ça. Alors, peut-être qu'on va, on va tempérer un peu cette proposition. Il est vrai que la technique aujourd'hui a ses détracteurs. Les gens qui, culturellement, justement, viennent de pays de tradition de foie gras, évidemment, ne voient pas ça forcément du même œil, mais on va laisser aux uns et aux autres leurs opinions, en tout cas aujourd'hui. Simplement rappeler que le foie gras, il est massivement produit et consommé en France, mais on en retrouve également un petit peu partout ailleurs, y compris au Québec, n'est-ce pas, Eric? Oui, d'ailleurs, le foie gras étant un des 2 ou 3 ingrédients préférés à travailler, je te dirais que j'ai même concocté un tartare de foie gras qu'on n'avait pas vu à Tartare date. de foie gras. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'en ai fait une poutine de foie gras. J'en ai fait un tartare. À un moment donné, je faisais un plat avec le foie gras en 6 versions différentes sur la même assiette qui venait à table. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent être concoctées avec le foie gras. On évolue, la cuisine évolue. L'ingrédient reste, mais on apprend et on pousse l'enveloppe. Il y a continuellement, avec un peu d'imagination et de savoir-faire et de palais, on apprend des nouvelles façons de travailler la matière. On va passer à la 7e question tout de suite. Que mange-t-on à la galette des rois? Quand mange-t-on, pardon, cette galette des rois? J'en perds mon latin. A, en août. B, en avril. C, en janvier. Ou D, à Noël. Quand mange-t-on la galette des rois? Nathalie, aide-moi à départager les mains, s'il te plaît. C'est Tristan. Tristan. C'est en janvier. En janvier, Nathalie, tu confirmes?
Exactement, la galette des rois est mangée pour célébrer l'Épiphanie, donc c'est la fête des rois. C'est une tradition catholique qui commémore la manifestation de Jésus au roi mage et c'est une fête qui en général se trouve aux alentours du 6 janvier, donc tout début de l'année, juste après les fêtes, pour remettre un petit coup de... Un petit coup de beurre sur un petit coup de beurre sur le foie gras, justement, qu'on a mangé à Noël. C'est ça, parce que la galette des rois, je n'en ai jamais fait moi-même, mais il me semble que c'est une pâte feuilletée, c'est ça? Ouais. Avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Pâte d'amande. Sans oublier la fève. Voilà, pas léger, mais délicieux. Et effectivement, c'est pour bien commencer l'année et garder des forces avec le froid. 8e question, on a quand même, on a un sans faute depuis le départ. On a des participants très rapides et très cultivés en matière de gastronomie. Je dois vous féliciter, vous tirer mon chapeau. On passe à la 8e question. Peut-être que vous allez la trouver un tout petit peu plus dure, je ne sais pas. Plat emblématique de la cuisine marocaine. La pastilla est traditionnellement réalisée avec des petits A, pigeon, B, canard, C, pintade ou des oies. La pastilla est réalisée traditionnellement avec l'un de ces éléments. Un petit peu plus dur peut-être. Moi, j'ai envie de me mouiller en disant pigeon. Ah, Eric dit pigeon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une proposition avant qu'on donne la réponse? Manon. Moi, j'aurais dit le canard. Canard. Et Tristan? Pigeon. Pigeon également. Alors, Nathalie, donne-nous la bonne réponse. Eh bien, effectivement, et je suis la première surprise parce que j'allais sûrement dire comme Manon, moi aussi, mais en fait, Eric a raison, effectivement, c'est bien le pigeon. La pastilla est donc un plat traditionnel du Maghreb constitué d'une sorte de feuilleté à base d'oignons, de pigeons, de persil, de coriandre, d'œufs durs, d'amandes, d'un mélange sucré-salé et parfumé à la cannelle. C'est souvent servi lors des fêtes, juste avant le plat principal. Et il y a également une version qui existe avec du poulet ou une autre avec du poisson. C'est ça, traditionnellement au pigeon. Et moi, je connais un bon restaurant marocain à Paris qui en fait une excellentissime. C'est là que j'ai découvert la pastilla et c'est d'où l'idée de cette question un petit peu plus difficile. Bravo, Eric. 9e question. Dans quel pays a été inventé le tagine? A, l'Inde. B, la Thaïlande. C, le Maroc. Ou D, la Chine. Guy. Je dirais le Maroc, par élimination. Guy nous dit le Maroc. La main d'Eric s'est levée juste après. Eric. Oh, j'aurais suivi, j'appuie Guy. Dans ma connaissance à moi, c'est le Maroc. Nathalie, donne-nous la bonne réponse. Effectivement, c'est bien au Maroc que le tagine a été inventé. Le terme tagine désigne d'ailleurs à la fois le plat de cuisson et le ragoût dans lequel on le cuit. Fameux plat en terre cuite, si je ne m'abuse, avec une très jolie forme et souvent très bien décoré, qui fait aussi un bel objet de déco dans la cuisine, voilà, et qui nous rappelle aussi effectivement des beaux voyages. 10e question de ce quiz d'un droit de réponse. Dans quel pays a été inventée la raclette? A, la Suisse. B, la France. C, l'Allemagne. Ou D, le Liechtenstein. Raclette. Alors, je crois que c'est Eric, si je ne m'abuse, suivi de... Non, en fait, je pense que c'était Manon avant moi, pour être honnête. Manon avant toi, alors peut-être. Les mains se sont levées tellement vite, encore une fois. Alors, Manon. Je vais dire avec hésitation la France, parce que je sais qu'en Suisse, elle est aussi très populaire. Mais je vais quand même dire la France. Je pense qu'on va écouter aussi la réponse d'Eric, du coup, qui a levé sa main quasiment en même temps. J'appuie Manon sur la France. Il y avait également Tristan qui a levé une main un peu timide, j'ai vu. Ouais, bon, bah moi je dis la France aussi. Tristan, la France, et du coup, ouais, j'avais hésité sur Liechtenstein, mais parce que j'avais lu quelque chose là-dessus, mais je ne suis pas certain, donc je vais rester sur la France.
Ok. Et Guy, on va finir ce tour de table. La Suisse. La Suisse. Alors, Nathalie, donne-nous la bonne réponse, s'il te plaît. Alors, il y en a une de bonne réponse. Malheureusement, ce n'est pas la France. Exactement. C'est bien Guy qui a donné la bonne réponse. C'est la raclette, elle a été inventée par nos amis suisses, en fait. Ouais, effectivement. La raclette est un plat obtenu en raclant le fromage fondu et qu'on met sur des pommes de terre et de la charcuterie. Pour rappeler à nos auditeurs de Choc FM 105.1 s'ils ne connaissent pas la raclette, c'est ce fromage incroyable qu'on pose sur nos petites pommes de terre, charcuterie, ce que vous voulez en fait. Et puis le fromage les fondants, ça coule dans la bouche, c'est magnifique. On fait gratiner, voilà. Je sens que malgré la chaleur ambiante, ça te donne quand même envie de manger. Ah, mais moi, je suis une grande fan de raclette. Je peux en faire à n'importe quelle saison. Vraiment, c'est un truc que j'adore. D'ailleurs, je me demandais, Manon, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à Franglish, par exemple, le fromage à raclette quand c'est la saison? Et oui, on commence déjà à nous le demander. Donc, en général, on en a de septembre jusqu'à cette année. Vous voyez, je pense qu'on en a eu jusqu'à juin. Donc, en quoi il n'y a pas de saison pour faire de la raclette? Il n'y a pas réellement de saison. On a des personnes en été qui nous demandent nos kits à fondu, nos kits à raclette. Donc on les retrouve et on a plusieurs fromages justement pour différents goûts justement au niveau des fromages à raclette, ce qui donne un peu plus de choix. Mais je n'ai pas de fromage suisse par contre. Sur les fromages à raclette, c'est vrai que j'ai que des fromages français. Voilà, mais la frontière est proche et ce sont des fromages des Alpes, si je ne m'abuse, donc c'est un petit peu logique. Pour être d'origine française, je comprends la confusion parce que j'ai beaucoup de mes compatriotes, effectivement, et moi-même, qui aiment manger de la raclette à n'importe quelle saison, un petit peu comme la fondue, et on cherche toujours des fromages à utiliser. Et si je ne m'abuse, eh bien, la raclette est même aujourd'hui inscrite au patrimoine national de la Suisse en tant que plat. Eric, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais mentionner que la raclette la beauté de la raclette, c'est un plat qui est assez rassembleur, puisque le principe de la raclette veut que l'on soit patient, parce qu'il faut attendre que le fromage coule, le faire chauffer, le gratter, que ce soit sur jambon Westphalia, jambon de campagne ou peu importe choix de charcuterie. C'est un plat, donc, étant donné qu'on est obligé d'attendre, de fait, ça engage la conversation et ça engage une situation qui est rassemblante avec, naturellement, du vin. Où est-ce qu'on peut partager nos histoires? Naturellement, avec modération, Eric. Dans toute bonne tradition. Dans toute bonne tradition. Et je pense que dans la saison de la raclette, on a souvent ce fameux il reste du fromage, donc du coup, je vais racheter de la charcuterie. Il reste de la charcuterie. Alors, du coup, je rachète du fromage. Et il y a vraiment cet aspect vraiment convivial que, du coup, tous les week-ends, du moins, les uns s'invitent chez les autres. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, que l'on retrouve vraiment que pendant l'hiver. Les gens aiment être autour de grandes tablées, aiment vraiment beaucoup partager. Et c'est vrai que c'est des plats qui sont réconfortants. J'entends qu'en général, quand on a mangé une bonne raclette, on n'a pas besoin de rajouter un gâteau au chocolat derrière. Il y en a qui le font, mais en général, on s'entend que c'est vraiment, après avoir dégusté un bon repas, en général, tout le monde, en plus, a vraiment l'esprit ouvert, aime bien parler. C'est des beaux moments, en général, autour de ces plats-là. Un petit plateau de fromage, quand même, après la raclette. Bien sûr. Ah oui, en effet. Est-ce que vous avez le sentiment que cette sociabilité dont on parle là, on la perd un petit peu, en tout cas à la maison? On la retrouve peut-être plus quand on fait l'effort d'aller au restaurant, mais ces plats rassembleurs, il n'y en a pas tant que ça finalement dans la culture gastronomique. La choucroute étant... La choucroute, je pense que ça qualifie. Les fondus vont qualifier. Et la beauté en arrière de tout ça, Guillaume et chers auditeurs, c'est que ce sont des plats où est-ce on ne s'impose pas une pression à les réaliser. Ce n'est pas une grande gastronomie, ce n'est pas un plat 5 étoiles, ce n'est pas un soufflé où est-ce qu'attention, il ne faut pas ouvrir, ça va manquer. Il n'y a rien de ça. C'est quelque chose de très, très, très convivial. Tous ces plats-là, en fait, c'est un peu comme si on s'installe tous devant le feu de foyer, quoi. Et chacun fait son assiette, chacun participe en fait à la création du plat. Et on est décontracté. C'est ça. Ce qui engage la conversation.
Absolument, bah, ça donne envie de faire une petite raclette presque là, malgré les plus de 30 degrés qu'on a dehors. On est chez toi la semaine prochaine, Guy, il n'y a pas de problème. On se retrouve. Alors, pendant que ce petit aparté, est-ce que Nathalie, tu peux comptabiliser en quelque sorte où on en est, puisqu'on arrive déjà, c'était la 10e question, cette question concernant la raclette, et on a certainement un match assez serré parce qu'on a eu que des bonnes réponses depuis le début. Et un petit peu à part presque égal, j'ai l'impression. En tout cas, est-ce qu'on a déjà un gagnant ou une gagnante qui se détache? Alors oui, mais c'est très, 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 très serré, comme tu l'as dit, Guillaume, effectivement. Donc, il y a une personne avec 5 points pour le moment qui est en tête. Je vais garder les noms secrets parce qu'il reste deux questions. Comme ça va mettre un peu de challenge entre vous, un peu de compétition. Donc, il y a une personne en tête avec 5 points. Puis après, il y a 2 personnes ex aequo avec 3 points. Et il y a une dernière personne avec 2 points. Donc, vraiment, rien n'est fait. Continuez d'être aussi bon parce qu'à tout moment, le premier peut redevenir le dernier et vice-versa. Allez, alors on passe aux questions subsidiaires pour se départager. On revient ici au Canada et même au Québec avec encore un autre plat très emblématique, évidemment l'origine de la poutine, née au centre du Québec à la fin des années 50, reste très débattue, mais seul un de ces restaurants n'a rien à voir avec ce fameux plat. Lequel? Alors là, c'est une question un petit peu plus technique peut-être. Je vous propose les 4 propositions. A. La Belle Poutine à Victoriaville. B. Le Roy Giuseppe à Drummondville. C. Le Lutrin Kiri à Warwick. Ou D. La Petite Vache à Princeville. Un seul de ces restaurants n'a rien à voir avec l'invention de la fameuse poutine. Eric, suivi de Guy. Il y a énormément, ça fait des lunes que deux endroits se contestent l'originalité de la poutine, dont une à Victoriaville, dont une à Drummondville. Donc, c'est encore mitigé tout ça parce que, bon, je pense que ça va l'être jusqu'à la nuit des temps. J'aurais tendance à aller vers Victoriaville, si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper. Alors, la Belle Poutine de Victoriaville ne serait pas donc un des restaurants. Non, ça serait le restaurant, pardon. Alors, pour être tout à fait clair, donc, il y a trois restaurants qui se contestent dans cette liste l'invention de la poutine. Et seul un n'est pas un restaurant qui aurait inventé la poutine. Warwick. Warwick, toi tu dis Warwick, ok. Warwick ne serait pas. Le Lutrin Kiri ne serait pas un des inventeurs de la poutine. Guy, je rappelle les 4 propositions. La Belle Poutine à Victoriaville, le Roy Giuseppe à Drummondville, le Lutrin Kiri à Warwick ou la Petite Vache de Princeville. Moi, j'aurais dit la Petite Vache. Toi, tu aurais dit la Petite Vache. Alors là, on voit. Guy, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Moi, je suis avec Guy. Ok. Non. Tristan, tu veux tenter ta chance? Oh là là, moi j'ai aucune idée, je vais juste la petite vache. Allez, la petite vache aussi. Eh bien, Nathalie, donne-nous la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y Ah, a presque eu une bonne réponse, mais en fait, non. Eric, tu avais bon au début. C'était le restaurant de Victoriaville, en fait, qui n'avait rien à voir avec ça. Donc, il s'appelle La Belle Poutine pour le coup. alors un restaurant qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Je me suis un peu enfargé dans le début de l'incompréhension de la question. La question, oui. Ouais, et donc, effectivement, il y a plusieurs restaurants qui s'arrachent, qui se disputent un peu la création, l'invention de la poutine. C'est Drummondville. Voilà, le Roy Giuseppe à Drummondville, le Lutin Kiri à Warwick ou encore la Petite Vache à Princeville. Ils se tirent un petit peu tous la bourre pour savoir qui a été le premier à inventer ça. Et pour tous ceux qui ne sont pas très, très sûrs de ce que c'est une poutine, c'est un plat qui représente grandement la cuisine québécoise, si je peux me permettre. C'est une superposition de frites, de sauce et de fromage en grains. Et puis, ça coule dans la bouche. C'est comme... On peut rajouter aussi des sauces, certaines spécialités. Je pense, Eric, si je me trompe pas, c'est ça. On peut avoir un peu des poutines à n'importe quel goût.
Écoute, j'en ai déjà fait une. Moi, j'en avais fait une avec des frites, avec du panais frit, du homard et une hollandaise retravaillée citron. Alors, c'était Oui, bah là, on n'est pas sur de la poutine de une snack du coin. poutine de luxe. Poutine de luxe. Personnellement, je me rappelle, j'ai un souvenir ému d'une poutine au foie gras, justement, dégustée à Montréal. Ça se marie très bien là aussi. Un foie gras un petit peu revenu, mi-cuit, je crois. En tout cas, la poutine, c'est effectivement un des monuments de la gastronomie québécoise. Aujourd'hui, on en trouve des versions un petit peu partout. Il paraît que même le New York Times s'y est mis en saluant une poutine qui débarque à Manhattan. Et il y a un restaurant qui en a ouvert. Euh, et voilà, c'est un Un des plats plats, symboles du Québec, exactement. voilà, qui représente le Québec et non pas comme parfois les gens extérieurs au Canada le croient, le pays tout entier, mais bien la gastronomie québécoise. À savoir, si je peux me permettre, que si je repars mon jeune temps, plus souvent qu'autrement, la poutine, elle est mangée à 1h30, 2h le matin en sortant des clubs. Hein. Et Voilà. ça se digère pas facilement, laisse-moi te dire. C'est pour absorber un petit peu les excès. Nathalie, je crois qu'on a une deuxième question subsidiaire pour départager nos participants aujourd'hui, puisque celle-ci n'a pas eu de bonne réponse. Exactement. Alors, la dernière question, c'est un plat c'est un plat de la cuisine haïtienne dont on va parler. Alors, quel plat est un incontournable de la cuisine haïtienne? Petit A, le pain patate. Petit B, le pain au chocolat. Petit C, le pain curry. Ou petit D, le pain carotte. Ah, elle est dure la question. Qui a levé la main? Par élimination, je dirais le pain patate. Le pain patate, Guy, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion et de sagesse dans tes réponses par élimination. J'aime bien ce principe-là. Alors, Nathalie, quelle est la bonne réponse? Effectivement, Guy, tu as une bonne façon de réfléchir et d'éliminer les mauvaises réponses, puisque effectivement, c'est le pain patate, le pain au chocolat, on le connaît tous, c'est ce qu'on achète à la boulangerie. Le pain carotte et le pain curry, c'est une invention de ma petite tête. Et le pain patate, c'est donc une spécialité haïtienne. Est-ce que Guy, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est, si tu sais? Non. Non? Non, honnêtement, non. Ok, alors moi, j'ai un peu regardé, ça ressemble un petit peu. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de cuisine haïtienne, alors je vais l'expliquer dans mes termes un petit peu. C'est un petit peu entre la quiche et le pudding, j'ai l'impression, comme un flan de légumes. Voilà. Plus entre la quiche et le flan de légumes. C'est quelque chose à la frontière entre ces deux trucs-là. C'est avec des pommes de terre ou des patates douces? Il me semble que c'est des patates douces. C'est ça. Voilà. Voilà, je vous ai dit qu'on allait voyager avec la cuisine aujourd'hui, gastronomie francophone autour du monde. On était à Haïti, on est passé évidemment par le Québec, par la Belgique, par la France, par l'Afrique du Nord et par l'Afrique subsaharienne. On a essayé de couvrir différents thèmes et différentes époques de l'année. J'espère qu'on vous a donné faim déjà, qu'on vous a fait apprendre quelques recettes ou donner envie d'en savoir davantage. Nathalie, est-ce que tu as pu comptabiliser les bonnes réponses et trouver une gagnante ou un gagnant? Alors oui, j'ai pu faire les totaux et d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai compté les petites croix de mauvaises réponses au lieu de compter tout. Mais quoi qu'il arrive, il y a un gagnant bien en tête grâce à la sagesse de ses réponses. Et on l'a compris, c'est Guy qui a gagné avec 6 points. Bravo Guy. Bravo Guy. Merci. Guy Donguet, bravo pour ces connaissances très approfondies, mais bravo à toutes et à tous. Parce que oui, là, parce qu'après, on a Manon et Eric, 2 points chacun, et Tristan en fin de classement avec 1 point. Mais bon, c'est le plus jeune d'entre nous, je pense qu'il a un peu... ça va. Il a quand même une bonne réponse à son actif. Et après, donc, Manon, 2 points et Eric, 2 points. Guy, qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour la rentrée? Qu'est-ce que tu prépares à toutes ces écoles, à tous ces élèves? Est-ce que
toi aussi, tu t'inspires de toutes les régions francophones du monde pour la cuisine. Oui, de toutes les régions francophones du monde, aussi de l'Amérique du Nord, bien entendu, parce que voilà, on est à Toronto, c'est multiculturel. Donc, la francophonie, aujourd'hui, elle va au-delà de l'Afrique, de l'Europe. Et je crois qu'en Amérique du Nord, on parle aussi de francophonie, pas juste au Canada. Et qu'est-ce qui est le plus demandé d'après toi? Qu'est-ce qui revient souvent comme Ce qui revient là? souvent, c'est des enfants. Hein. Si on n'écoute que des enfants, on va leur donner que des pâtes tous les jours. Donc, à un moment donné, on arrête de les écouter. Oui, on essaye un peu d'introduire des produits comme des pois chiches qu'ils n'aiment pas trop, des quinoa, ils n'aiment pas trop, mais bon, on trouve des moyens, des légumes, par exemple, de chou-fleur. On utilise beaucoup dans la moussine de pommes de terre au chou-fleur. Donc, très souvent, bien mouliné, ils ne voient pas. Donc, ça va. On trouve surtout des moyens, des petites astuces pour que les enfants mangent des légumes, parce que quand ils sont gros, ils ne mangent pas du tout. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les mouliner dans des repas. Voilà. On fait un peu bourguignon. Les carottes, on les coupe vraiment très, très petits. Les champignons, on les coupe très, très petits, parce qu'une fois, c'est très visible. Ils sont un peu réticents. Mais à la fin, ça adore. Et bon, il y a des jours, quand on propose beaucoup de légumes, au dessert, on leur donne du brownie. Donc, du coup, ça compense. Ils sont contents. On fait des compromis. Chers auditrices et auditeurs, si vous avez un élève dans une école francophone de la région, il y a de fortes chances qu'il mange la cuisine de Guy Donguet. Bravo Guy, on te remettra un petit cadeau incessamment sous peu. Pour celles et ceux qui s'intéressent, on a un autre quiz un petit peu dans le même goût, autour de questions peut-être un petit peu plus santé et nutrition, avec un quiz vegan, végétarien, sans gluten, changement alimentaire ou phénomène de mode, point d'interrogation. Et c'est évidemment l'occasion de réfléchir, de discuter sur ces transformations de nos modes de vie alimentaires et de faire le point aussi sur l'aspect santé de la chose, tout en s'amusant comme d'habitude dans le cadre de ces émissions Droit de réponse. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire un mot de la fin, chacun d'entre vous, et nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver si besoin était? On va commencer peut-être par Manon. Bien sûr, si vous cherchez des spécialités franco-belges ou autres, on a plein de fromages, plein de foie gras, plein de bonnes choses. Vous pouvez nous trouver du coup, sur 1317 Dundas Street West, du coup à l'angle de Dundas et Dovercourt. Pas très loin de la radio Choc FM, tout ça. Oui. Voilà, Franglish, Manon, merci beaucoup. Guy, on l'a dit, officie dans de très nombreuses écoles francophones du Grand Toronto. Guy, tu as un site internet? Oui, on a un site internet, kidscuisinesanté.com. Ok, et si on veut te contacter, c'est à partir de là qu'on peut le faire, je pense. À partir de là, oui, on a toutes les informations, numéro de téléphone, adresse email. Formidable. Eric, je sais que tu as 1001 projets, y compris un nouveau projet qui sort du cadre de la gastronomie, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler ensemble sur les ondes de choc dans quelques temps. Tout à fait, mais si je peux me permettre, un des volets aussi où est-ce qu'on démarre, c'est un nouveau service de traiteur qui va s'appeler Plaisir en bouche. Plaisir ou pas au singulier. Plaisir en bouche traiteur, donc vous retrouverez sous peu sur le site internet. Et puis on va spécialiser en gastronomie, mais on va suivre l'idée première des produits régionaux et les saisons. Une idée qui a le vent en poupe et qui aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience de l'importance de cuisiner des produits qui sont locaux, qui n'ont pas traversé les océans et qui n'ont pas une empreinte carbone démentielle. Donc, je pense que c'est une excellente idée. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à toi, Tristan. Merci, Nathalie, d'avoir co-animé brillamment une fois de plus l'émission Droit de réponse. On se retrouve très bientôt sur les ondes de choc. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bye.